L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à l'examen des problèmes économiques. Mais au cours de la première partie de l'émission, nous voudrions évoquer la situation qui existe dans les territoires et les départements d'outre-mer, et tout particulièrement à La Réunion, puisque nous avons aujourd'hui comme invité Paul Vergès, qui est ancien député, qui est directeur de journal, aussi qui a été condamné d'ailleurs à un certain nombre de mois de prison à cause de la solidarité qu'il avait manifestée au peuple algérien. Paul Vergès, je ne voudrais retenir de la situation à La Réunion que deux caractéristiques. La première, c'est que le trucage électoral y fait partie du paysage par la grâce d'administration coloniale. Et la deuxième, c'est qu'une étoile de première grandeur du gaullisme, puisqu'il s'agit de M. Michel Debré, est allé chercher là-bas les voix que lui avaient refusées les électeurs de sa circonscription. Vrai ou faux? En effet, je crois qu'il nous faut dénoncer très largement devant l'opinion publique en France ces scandales des trucages électoraux dans ce qu'on appelle les départements et les territoires d'outre-mer, et à La Réunion en particulier. Sur les listes électorales, des morts sont inscrits et votent à chaque scrutin. Par contre, de nombreux vivants, eux, n'y sont pas inscrits. Ajoutez à cela que les opposants sont inscrits dans des bureaux de vote et à leur insu, éloignés de leur domicile, ce qui les rend introuvables le jour du scrutin. Par contre, d'autres gens sont inscrits dans plusieurs bureaux, ce qui leur permet de voter des dizaines de fois le même jour. À cela, il faut encore ajouter, ce qui devient plus tragique, les agressions des hommes de main, les expulsions par la violence dans les bureaux de vote des mandataires de l'opposition. Il y a ce qu'on appelle le bourrage des urnes, et enfin la simple fabrication, le soir du scrutin, de procès-verbaux qui n'ont rien à voir, mais absolument rien à voir, avec le déroulement réel des opérations électorales. Tout cela en présence de renforts considérables de parachutistes, de CRS, de gendarmes mobiles et de policiers, souvent envoyés spécialement de France. Évidemment, c'est cela qui explique que le 27 avril dernier, par exemple, à La Réunion, vous ayez pu avoir 99 180 oui, c'est-à-dire un pourcentage de 92,5%. D'ailleurs, pour l'ensemble des territoires et départements d'outre-mer, ce pourcentage des oui est de 84,6%. C'est une bonne moyenne, oui. En effet, il est évident que de telles méthodes provoquent dans nos pays une protestation dans tous les milieux. Et après la victoire des non en France, il est évident que les auteurs de ces trucages sont pris d'inquiétude. Et leur inquiétude est telle qu'au moment où je vous parle, une étoile de première grandeur du gaullisme, comme vous l'avez dit, et ministre des Affaires étrangères, M. Michel Debré, débarque à La Réunion pour tenter de faire renouveler le 1er juin le record obtenu le 27 avril dernier. Il y a là incontestablement, en dehors de l'étouffement de la volonté populaire dans nos pays, la tentative très nette d'utiliser ces scrutins truqués contre l'orientation politique en France. Oui, mais cette situation, cette fraude électorale n'est que le reflet d'une situation politique. C'est évident. La fraude n'est qu'une manifestation du régime colonial qui pèse sur nos pays, quelle que soit l'étiquette de département ou de territoire d'outre-mer qui les affuble. Ce régime colonial, évidemment, garantit de nombreux privilèges à une infime minorité, tandis que pour l'immense majorité de la population, le lot, ce sont les bas salaires, le chômage massif, la ruine pour des milliers de petits paysans, c'est l'étouffement des libertés dans tous les domaines. C'est la répression permanente, c'est l'humiliation quotidienne. Notre peuple veut en finir avec ce régime colonial, comme tous les autres peuples des départements et territoires d'outre-mer. Ce qu'il veut, c'est le droit de choisir librement son destin, c'est le droit à l'autodétermination. Bien, j'ai eu l'occasion à diverses reprises à la tribune du Sénat de dénoncer les scandales électoraux qui se produisent à La Réunion et dans d'autres départements et territoires d'outre-mer. Et lorsque Paul Vergès dit que toutes les couches de la population sont indignées par ce qui se passe là-bas, c'est si vrai, c'est que j'ai eu l'occasion pour dénoncer ces scandales de citer un journal de l'évêché. Par conséquent, les choses sont claires, l'administration française joue un rôle qui là-bas
au lieu de faire aimer la France, risque de la faire détester, à condition qu'on voit, si on ne voyait pas la France telle qu'elle est, avec aussi ce que nous représentons dans notre pays. Mais nous, communistes français, nous sommes partisans de faire droit aux revendications légitimes des peuples de ces départements et territoires d'outre-mer et de substituer un statut d'autonomie leur permettant de gérer leurs propres affaires au statut colonial qui les régit actuellement. D'ailleurs, notre peuple connaît parfaitement ses amis et ses ennemis. C'est pourquoi Jacques Duclos avait raison d'ailleurs d'écrire au président de la République par intérim pour exiger des mesures énergiques pour empêcher ces trucages électoraux. Et il avait raison de le mettre au pied du mur, comme le candidat officiel d'ailleurs, en écrivant que si la sécurité de ses mandataires dans les bureaux de vote, comme la sécurité des électeurs, était assurée, sa victoire dans ces bureaux de vote serait écrasante. Eh bien, Paul Vergès repart vers son île lointaine et nous en revenons à nos problèmes économiques en France. Oui, il est à souhaiter que cette émission soit projetée dans les départements et territoires d'outre-mer et je pense que la commission de contrôle doit veiller à ce qu'il en soit ainsi. Bien. Alors, les problèmes économiques. Donc, nous avons déjà dit que pour améliorer le sort des travailleurs, il ne suffisait pas de mettre un terme aux privilèges, aussi scandaleux soit-il, il fallait encore faire tourner la machine et la faire même mieux tourner qu'elle ne tourne à l'heure actuelle. Alors, la première question que je voudrais te poser, au risque de décevoir d'ailleurs certains esprits distingués qui méprisent les revendications alimentaires, la première question concerne les salaires. Qu'est-ce que nous proposons? Où en sommes-nous? Eh bien, tout d'abord, il faut dire que depuis le mois de mai et juin 1968, le coût de la vie a augmenté de 6,5%, ce qui fait que les salaires ont perdu un pouvoir d'achat égal à 6,5%. De ce fait, les travailleurs pensaient qu'à la rencontre de Tilsit, il y aurait eu des augmentations de salaires. Or, le gouvernement avait pris le devant et il avait décidé que les travailleurs du secteur public ne bénéficieraient pour l'année en cours que d'une augmentation de 2,40% et ainsi il entendait en quelque sorte donner une indication aux patrons du secteur privé. Eh bien, les travailleurs réclament dans une situation semblable l'augmentation des salaires, traitements, retraites et pensions et ils ont raison. Ils demandent aussi l'échelle mobile pour les salaires, traitements, retraites et pensions, ce qui les garantirait contre d'éventuelles hausses des prix, et ils ont parfaitement raison, nous les soutenons dans ces revendications. Puis enfin, il y a le problème de la durée du temps de travail. Les ouvriers font à l'heure actuelle des heures de travail, des journées de travail très longues. Je crois que la France est dans le peloton de tête et même est la première nation capitaliste d'Europe. Ce n'est pas un record bien enviable, non. Mais enfin, en France, on fait en moyenne 45 heures, même plus de 45 heures par semaine, ce qui veut dire qu'il y a des travailleurs qui font sans doute moins, mais il y en a d'autres qui font beaucoup plus. Eh bien, avec des salaires insuffisants et de longues semaines de travail, ce n'est pas une marque de progrès, c'est une marque de régression sociale. Et quand je pense qu'au moment du Front populaire, après le magnifique mouvement qui s'était produit en 1936, nous avions dans un temps record à la Chambre des députés du Front populaire dont j'étais membre, nous avions voté la semaine de 40 heures et les congés payés qui ont existé pour la première fois en France à cette époque-là pour les travailleurs du secteur privé. Quand je pense à tout cela et que je vois que la semaine de 40 heures n'est plus appliquée aujourd'hui, eh bien, je me dis que dans ce domaine, il n'y a pas progrès, il y a au contraire recul. Et ce n'est pas très beau pour un pays comme la France, alors que des hommes comme M. Pompidou, comme M. Poher, se plaignent toujours que les ouvriers revendiquent trop et réclament des salaires qu'ils considèrent comme mettant en péril l'avenir de l'économie nationale. Je voudrais te poser une autre question qui est liée d'ailleurs à la précédente, c'est celle des cadences. Parce que je me souviens de ce film de Charlot, Les temps modernes, bien je crois qu'il est dépassé aujourd'hui parce que c'est vrai que la productivité a augmenté, c'est d'ailleurs vrai que c'est une bonne chose si ça ne dépendait par exemple que du machinisme, mais c'est vrai qu'on a dépassé un seuil, qu'on a fatigué les ouvriers, c'est vrai qu'il y a une usure physique considérable des ouvriers à l'heure actuelle. Lorsqu'il y a des cadences accélérées, il devrait y avoir en même temps une réduction du temps de travail. Parce que les heures sont pleines, terriblement pleines. Il n'y a plus d'heures creuses maintenant pour les travailleurs.
Eh bien, ces cadences sont telles que les ouvriers sont fatigués, épuisés bien souvent des conditions mêmes qui leur sont faites. Non seulement il y a les cadences accélérées auxquelles ils sont soumis, et au fond ils sont guidés, ils sont poussés par la machine elle-même, mais il y a en plus les conditions même de leur déplacement. Il y a des ouvriers qui sont obligés de faire un voyage de 1h30, 2 heures, dans des conditions souvent inconfortables. Alors quand ils viennent à l'atelier, ils sont déjà fatigués. Quand ils partent de l'usine, ils sont encore fatigués. À cette fatigue du travail s'ajoute la fatigue supplémentaire du voyage. Eh bien, on comprend que dans de telles conditions, la réduction du temps de travail soit une revendication importante, et en même temps, il y a une autre revendication qui prend une importance extraordinaire. D'après tout ce que j'entends dans le pays, c'est la retraite. Les travailleurs veulent avoir la possibilité de prendre la retraite plus tôt qu'on leur accorde maintenant. Et c'est pourquoi ils revendiquent que l'abaissement de l'âge de l'endroit à la retraite à 60 ans pour les hommes et à 55 ans pour les femmes. Et nous considérons que c'est une revendication parfaitement juste. Je comprends que M. Pompidou, que M. Poher, qui ne savent pas ce qu'est la vie des ouvriers, qui ne se penchent pas du tout sur la situation des travailleurs, ne se préoccupent que de très loin de ces problèmes-là. Mais nous savons très bien ce que représente pour un travailleur une longue journée de travail. Nous savons très bien ce que représente pour ces travailleurs toute une vie passée dans les usines à des cadences accélérées. C'est pourquoi la revendication de l'avancement de l'âge de la retraite prend maintenant une importance capitale, et M. Pompidou est contre pour des raisons économiques, dit-il, tandis que M. Poher, lui aussi, est contre pour les mêmes raisons. À la vérité, il considère l'un et l'autre, n'est-ce pas, que les travailleurs doivent être exploités davantage. Et M. Poher, lui, est l'homme qui se réclame de Paul Reynaud, un homme que j'ai bien connu autrefois, puisque j'ai été élu contre lui en 1926. Lui, il était contre la semaine des 2 dimanches, c'est-à-dire au moment du Front populaire, il était contre la semaine de 40 heures et les aménagements qui avaient été faits pour son application. Voilà, par conséquent, ils sont les héritiers d'une vieille politique rétrograde, et ils entendent la poursuivre, la continuer, si on leur en donne la possibilité. Jacques Duclos, je voudrais te poser une autre question, plus généralement. D'ailleurs, nous sommes dans un pays capitaliste, avancé, industrialisé. Or, le régime actuel donne une impression de gaspillage considérable des richesses, de nos ressources. Alors, que propose le Parti communiste? Oui, il y a un gaspillage inouï des richesses. D'abord, ici, il faut bien dire que, par exemple, les ressources du pays ne sont pas utilisées comme elles devraient l'être. Il y a des grandes entreprises économiques, des grandes banques, qui, au lieu d'utiliser tous les fonds dont elles disposent pour des investissements, pour créer de nouveaux emplois, pour développer les forces productives de la nation, maintiennent en réserve, stérilisent en quelque sorte des sommes considérables qu'elles conservent en vue d'éventuelles opérations spéculatives. Ce sont des milliards de ceux qui ont été ainsi stérilisés qui ont servi à la spéculation pendant le mois de novembre dernier. Il y a là quelque chose d'anormal et il faut empêcher cela. Il y a même des fonds versés par l'État qui ont servi à la spéculation. Eh bien, nous considérons qu'il faut nationaliser les grandes banques et les grandes entreprises. C'est vrai, mais certains disent que les nationalisations sont déficitaires, que les entreprises... Les nationalisations ne sont pas déficitaires, pas du fait de leur exploitation. Au contraire, elles donnent même des résultats extrêmement appréciables dans divers secteurs. Par exemple, la régie Renault. Absolument. Seulement, on impose aux entreprises nationales des charges qui ne devraient pas leur être imposées. Par exemple, on leur fait fournir des services comme du courant électrique ou autre chose à certains trusts à des prix qui ne sont pas des prix normaux, et sans que, en échange, les entreprises nationales reçoivent des produits aussi dont elles ont besoin à des prix inférieurs. Par conséquent, il y a une volonté très nette de la part du gouvernement de créer une situation difficile pour les entreprises nationales. Parce qu'au fond, la tendance générale est à la reprivatisation des entreprises nationales. Et on veut, par exemple, pour les téléphones, il est question de
de donner ça à une compagnie privée. Et d'autres cas encore, tenez, par exemple, pour l'ORTF, eh bien, M. Poher serait prêt à céder l'ORTF, qui est une entreprise nationale, à une compagnie privée, ce que nous n'admettons pas. Par conséquent, il y a ici des opérations très claires et très nettes que nous devons déjouer et que nous dénonçons publiquement. Au surplus, du point de vue du gaspillage, je veux citer un fait. Par exemple, j'ai parlé déjà dans une émission de l'industrie des produits pharmaceutiques. Cette industrie des produits pharmaceutiques est une de celles qui réalise les profits les plus formidables. Eh bien, quand on regarde de près ce qui se passe dans cette industrie, on constate ceci, c'est que la publicité qui est faite pour les produits pharmaceutiques et se monte à plus du double des sommes qui sont consacrées à la recherche. Au triple, par même, conséquent, du triple, ben, c'est possible, mais en tout cas, il y a là quelque chose d'anormal et qui va à l'encontre des véritables intérêts de notre pays. Voilà des choses qu'il faut dire et des choses que, j'en suis sûr, je suis seul à dire pendant cette campagne électorale. Jacques Duclos, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt il y a quelque temps un discours que M. Pompidou avait prononcé devant les chambres de commerce et d'industrie, devant le grand patronat. C'était au mois de février, il n'était pas encore d'ailleurs, je dois dire, candidat à l'élection présidentielle. Mais en gros, il avait repris ce qu'avait dit Guizot, enrichissez-vous. Oui. Et il avait dit aussi ceci, qui mérite quand même d'être rappelé, c'est qu'il fallait bloquer les crédits dans deux domaines en particulier, qui étaient la santé et l'éducation nationale. Sinon, disait-il, on tuerait la poule aux œufs d'or. Eh bien, il me semble que M. Pompidou confond la poule aux œufs d'or avec le veau d'or, non? Oui. À la vérité, c'est monstrueux de réduire les crédits pour l'éducation nationale. Alors qu'il s'agit, avec l'éducation nationale, d'un des investissements les plus rentables pour l'avenir de notre pays. Et pour la santé publique, c'est exactement la même chose. Nous, au contraire, nous considérons qu'il est monstrueux que dans un pays industrielle comme la France, le budget de la santé publique ne représente que 2,3% de l'ensemble du budget national. Et qu'on s'en prenne à la sécurité sociale une fois de plus. Et pour M. Pompidou, c'est déjà trop. Et déjà, on fait payer à la sécurité sociale des choses qui devraient être payées par l'État. Par conséquent, c'est monstrueux, ça montre bien le caractère anti-humain même de cette politique-là, le caractère anti-social, anti-ouvrier de la politique menée par M. Pompidou. Puis, tu as parlé de la poule aux œufs d'or, mais à la vérité, ils ne mettent pas tous les œufs dans le même panier, je crois, dans le camp d'en face, n'est-ce pas? Et s'ils sont d'or, c'est que c'est la classe ouvrière qui leur donne les richesses. Et puis enfin, tu as aussi parlé du veau d'or. Ben, le veau d'or, oui, comme on le dit dans un opéra célèbre, le veau d'or est toujours debout. Et il faut bien dire que M. Pompidou est un adorateur fidèle du veau d'or. Quant à M. Poher, il fait ses dévotions avec peut-être un peu moins d'ostentation, mais avec non moins de ferveur. En définitive, la poule aux œufs d'or, ce n'est pas quoi qu'en pense M. Pompidou, le grand capital. La poule aux œufs d'or, c'est la classe ouvrière et plus généralement les ingénieurs, les cadres, enfin l'ensemble des travailleurs. Et c'est surtout les créateurs de richesses que tapent les hommes de la haute banque et de la grande industrie. Ils ont, une première fois en 1958, frappé les assurances sociales. Ils les ont refrappées encore pendant que M. Pompidou était Premier ministre. Pour les ingénieurs, cadres et techniciens, il y en a qui, à 40, 45 ans, sont considérés comme hors d'usage, sont rejetés, alors qu'on devrait leur permettre de se recycler. Il s'agit là d'une perte d'énergie, une perte d'intelligence dont notre pays risque de souffrir demain. D'ailleurs, ceci pose le problème de l'éducation nationale et de la formation des hommes dans des conditions telles qu'ils puissent, dans le courant de leur existence, se recycler et faire face aux diverses situations qui pourront se présenter. Voilà, par conséquent, dans quelles conditions on voit les hommes du grand capital s'attaquer à toutes les catégories de la population, les ouvriers, les ingénieurs, les cadres, les techniciens, les paysans, comme je l'ai déjà montré, les anciens combattants aussi qui ont été attaqués par ceux qui se prétendent toujours patriotes, les commerçants, les artisans, tous sont victimes de la politique des monopoles capitalistes représentés par un petit groupe d'hommes que personne ne connaît et qui font le mal de la France et le malheur de notre pays dans le moment présent. Jacques Duclos, si on parlait de politique extérieure un peu. Ben, si on parlait de politique extérieure, tout d'abord, il faudrait dire que nous avons en ce moment, en France, des entreprises qui sont en train de s'internationaliser. On voit par exemple Fiat et Citroën qui se marient.
on voit le baron Beljampin qui a mis la main sur Schneider et qui, paraît-il, va rétrocéder cette entreprise à une firme américaine. Eh bien, le gouvernement demeure passif en présence de tous ces mariages qui s'effectuent, de cette internationalisation de la fortune française, des richesses françaises. Ce qui veut dire que, pour les hommes du grand capital qui dirigent le pays, eh bien, l'intérêt national passe après leurs intérêts privés. Il n'y a pas seulement l'international des travailleurs. Oui, si non, l'international des travailleurs, oui, c'est une réalité, mais l'international du capital en est une autre. Et au fond, il y a une différence entre les deux conceptions internationalistes. C'est que nous ne séparons pas notre conception internationaliste de notre patriotisme, de notre conception de l'esprit national, tandis que chez les autres, il n'y a pas d'esprit national, il n'y a que l'intérêt qui, lui, n'a pas de patrie. Eh bien, nous, par conséquent, nous combattons une telle politique et nous entendons défendre les intérêts, l'indépendance nationale de notre pays. Au fond, les postulats de notre politique extérieure sont les suivants. Nous considérons que chaque pays doit être maître de ses destinées. Nous sommes donc opposés à toute politique de supranationalité dont nous rebattent les oreilles les partisans de la petite Europe et certains autres, n'est-ce pas? Sommes partisans d'une politique d'entente avec tous les pays, sans aucune exception, de relations économiques, culturelles avec tous les pays, y compris bien entendu avec l'Union soviétique et les pays socialistes, et aussi avec les États-Unis. Et nous sommes contre une alliance privilégiée avec la République fédérale allemande, parce que nous savons très bien qu'une alliance privilégiée avec elle ne peut que favoriser le développement des courants chauvins, revanchards et expansionnistes qui ne se manifestent qu'avec trop de puissance de l'autre côté du Rhin. Et nous pensons que dans l'intérêt supérieur de la France, il est indispensable de reconnaître la République démocratique allemande, qui est un État allemand et qu'il faut considérer comme tel. Nous sommes aussi contre une alliance privilégiée avec l'impérialisme, avec les États-Unis qui font la guerre au Vietnam. Absolument. Nous sommes pour des rapports normaux avec les États-Unis, naturellement, mais nous sommes contre une alliance privilégiée avec les États-Unis et ici, je crois que le peuple de France ne peut pas laisser de côté ce qui se passe au Vietnam. C'est pourquoi je crois ici devoir saluer l'héroïsme du peuple vietnamien, que j'ai vu d'ailleurs au Vietnam en train de se battre pour défendre son indépendance, et j'ai retrouvé là, au fond, le renouvellement dans d'autres conditions de ce que nous avons fait nous-mêmes en d'autres temps pour défendre l'indépendance de notre patrie contre les occupants hitlériens. Jacques Duclos, une dernière question. Comment réaliser tout ça? Quelle est la voie à suivre? Eh bien, la voie à suivre, il n'en est pas d'autre que celle de l'union. Nous avons tout fait, nous, pour qu'il y ait, dans cette élection présidentielle, un candidat unique de la gauche. S'il n'avait dépendu que de nous, il y aurait eu un tel candidat. Et c'est parce que d'aucuns ont pris la responsabilité d'empêcher cela que nous sommes obligés de mener cette campagne, et nous la menons avec la volonté de défendre les intérêts démocratiques et l'avenir démocratique de notre pays. Au fond, la gauche se présente divisée dans ces élections. Il y a Defer et Mendès France qui jouent un jeu d'alliance avec le centrisme, avec la droite. Il y a Rocard qui parle du socialisme et qui en parle beaucoup, mais qui ne tient pas compte des conditions dans lesquelles on peut aller au socialisme, tandis que nous préconisons une période de transition qui nous amène sûrement et pacifiquement à la mutation sociale qu'exigent les circonstances dans notre pays. Puis il y a l'aventurisme de l'aventuriste Krivine qui mène son petit jeu, et lui qui a été aussi patronné, entre nous soit dit, c'est significatif, par un député de l'UDR. Par conséquent, je n'insiste pas davantage, dis-moi qui te patronne et je te dirai qui tu sers, n'est-ce pas? Mais n'insistons pas davantage là-dessus. Mais l'essentiel, c'est que maintenant, la gauche sera-t-elle présente au second tour de scrutin? C'est là le problème qui est posé. Je dis qu'elle peut être présente au second tour de scrutin en ma personne, puisque je suis de loin le premier candidat de ce réclamant de la gauche. Elle peut être présente au second tour de scrutin si
les voix de gauche ne se dispersent pas et si elles se prononcent massivement pour le candidat d'Union des forces ouvrières et démocratiques que je suis. C'est ce que je souhaite dans l'intérêt de la démocratie et de la France.